Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue, nous allons parler du nouveau film de Christopher Nolan, Oppenheimer. Et oui, ça fait un moment qu'on n'a pas fait de critique de film. La dernière était donc celle de The Batman de Matt Reeves et celle d'encore avant, celle de Dune de Denis Villeneuve. Malheureusement, effectivement, le format de la critique de film n'est pas un format qui revient assez souvent, simplement par sa complexité de mise en place. Alors maintenant, on dit critique de film. Moi, je suis plus dans l'analyse parce que ma réaction à chaud est assez courte. J'aime rarement proposer un avis fermé sur le film. Et puis, vous connaissez le format des vidéos. Au-delà de la critique à chaud, on va analyser plus l'image, on va analyser la bande son. Donc c'est pas une critique, c'est plus de l'analyse, comme si on faisait de l'analyse filmique parlée finalement, analyse filmique orale. Donc je vous propose tout simplement de tout de suite partir sur cette critique. Vous connaissez, donc on va d'abord commencer par la réaction à chaud, et puis ensuite parler du casting, parler de la réalisation, parler de l'image, parler de la BO. Petit à petit, ça va découler sur une partie spoiler qui commencera à partir de ce timecode. Donc tout d'abord, le film Oppenheimer est sorti le 19 juillet 2023 en France et le 21 juillet 2023 aux États-Unis. Alors oui, vous allez me dire, mais dis donc, ta critique, tu l'as fait super tard. Oui. Et oui, effectivement, je fais ma critique super tard, simplement parce que voilà, j'étais en vacances, donc le temps que je revienne, toutes les mises en place à faire pour ce genre de format, ça prend du temps, mais nous y sommes, et c'est le principal. Donc le film est évidemment réalisé par Christopher Nolan. Qui ne connaît pas Christopher Nolan en 2023? Je vous pose la question. Ceux qui ne connaissent pas Christopher Nolan, je vous conseille vivement de commencer à le connaître, parce que vous ratez fortement quelque chose. Enfin voilà, pour ceux qui connaissent pas bien Nolan, désolé pour ceux qui le connaissent, mais voilà, réalisateur évidemment des films Inception, Tenet, Interstellar évidemment, de la trilogie des Dark Knight, de Memento, Following, et j'en passe, le Prestige. J'en ai probablement oublié, mais sa filmo est tellement incroyable et ses films sont tellement aussi connus les uns que les autres que tous les cités, on serait déjà mort. Donc oui, réalisé par Christopher Nolan, on connaît le personnage, on connaît son amour pour la complexité. Pas son amour pour la complexité, mais avoir son train d'avance, on va dire, sur le spectateur, parce que pour lui, voilà, le côté mystérieux du film, le côté dramatique du film, il se fait majoritairement par ce petit train d'avance que le réalisateur a sur le spectateur. Et donc Oppenheimer évidemment n'y échappe pas. Et c'est probablement la première critique que je ferai à chaud de ce film, c'est que on a énormément, mais vraiment énormément d'informations pour un film qui fait 180 minutes, donc 3 heures. Quand je vous dis énormément d'informations, c'est que ce film est quand même fait, je dirais, pour un public averti, pour un public qui s'y connaît un minimum sur l'histoire d'Oppenheimer. Enfin bref, le principe de base de la bombe A, donc de la création d'Oppenheimer. Si vous connaissez pas d'ailleurs ce processus et que vous êtes toujours pas allé voir Oppenheimer, je vous invite quand même à le regarder. Donc je vous mets le petit i, je sais plus s'il est là ou là. C'est une vidéo de Dr Nozman qui vous explique très vite fait la fission nucléaire et un peu l'histoire d'Oppenheimer. C'est vraiment pas un spoiler, j'ai vu la vidéo après le film et ça vous spoil pas du tout, mais je vous conseille d'aller le voir parce que c'est bien d'avoir des petites bases en arrivant dans ce film. C'est encore beaucoup d'infos à assimiler, c'est un peu comme Dune, c'est un film encore très spectaculaire avec un rythme quand même assez effréné, ça va très vite. Beaucoup de plans, donc faut suivre, on en prend plein la gueule, c'est vraiment le type de film où on ressort et on est complètement comme ça. Faut regarder un peu autour de soi, faut se rappeler où est-ce qu'on est. C'est ce genre de film, Oppenheimer. On connaît Nolan, on connaît cette manie de la vérité, de la véracité, que ça soit dans l'image ou dans les faits. Et donc c'est une adaptation de livre, comme Oppenheimer. D'ailleurs c'est écrit au tout début du film, adaptation du livre. Et donc ce livre c'est Robert Oppenheimer, Triomphe et Tragédie. De Bird et Sherwin. Et donc tout de suite, on n'a pas besoin de se questionner sur est-ce que l'histoire qu'ils viennent de raconter sur Oppenheimer c'est de la fiction? Non. Ce n'est pas de la fiction, je peux vous rassurer tout de suite. C'est basé vraiment sur des faits réels, il a fait ses recherches sur comment ça s'est passé, le lieu de tournage. Nolan est beaucoup trop perfectionniste sur tous les plans pour faire quelque chose de complètement fictionnel. Donc évidemment, Nolan, c'est tout l'inverse de Zack Snyder. C'est-à-dire que il veut aucune image de synthèse, aucune image numérique, enfin du moins le moins possible, parce qu'il trouve ça fade à l'écran. C'est plus pour une question de rendu plutôt que d'une question de moyens. Donc il a opté pour recréer absolument tout à l'image, même les explosions nucléaires. Et ce secret d'ailleurs n'est pas révélé. J'ai beau avoir fait le max de recherche possible, sans évidemment y passer des heures, hein, parce que je suis pas allé à la bibliothèque commencer à chercher en mode Morgan Freeman dans Seven, hein. Et c'est génial parce qu'il garde un peu ce petit élément de mystère. Mais du coup l'équipe des effets visuels ont eu vraiment un petit challenge de reproduire en fait ce qui a vraiment été fait à l'époque avec vraiment les anciennes machines. Donc c'était assez intéressant. Mais oui, du coup pas d'effets numériques pour Nolan parce que
la menace est beaucoup moins palpable si c'est numérique. Si on filme du vrai feu, un vrai début de fission nucléaire, un vrai de... Bah voilà, forcément à l'écran ça en jette et on se dit bah oui, c'est totalement vrai. Et là où Nolan est hyper intelligent, c'est que il arrive toujours à trouver en fait l'élément qui est le plus contemporain en termes de menace. En ce moment, les deux éléments les plus courants, c'est le risque évidemment d'une troisième guerre mondiale, avec évidemment ce qui se passe en Russie, en Ukraine, et donc la bombe nucléaire, et évidemment l'IA, c'est l'élément principal par exemple du pitch du dernier Mission Impossible. Les réalisateurs en fait sont toujours en quête de l'élément le plus mystérieux et de l'élément qui nous concerne le plus, parce que forcément le spectateur est plus investi. L'histoire d'Oppenheimer, l'histoire de la bombe atomique et d'où c'est parti et de à quel point ça nous concerne aujourd'hui et de quel risque ça représente, c'est forcément un sujet qui nous intéresse parce que la dissuasion nucléaire c'est quand même un sujet qui prend de plus en plus de place dans le monde, puisque voilà, les risques ne sont pas complètement à zéro qu'une guerre se redéclenche. Et donc Nolan évidemment il a, avec sa notoriété, il a eu donc un budget de 100 millions de dollars. Le film a donc été produit par Universal et Sony. Donc puisqu'on a parlé assez rapidement de la réalisation, on passait en revue un peu les équipes techniques pour ensuite passer aux acteurs, pour ensuite passer la BO, et ensuite on passera à la partie spoiler où là j'exprimerai un peu mieux mes idées au niveau du film. Donc le film a été tourné en caméra IMAX, comme nous le dit d'ailleurs le directeur photo Oyvind Otema, le néerlando-suédois. Et donc forcément c'est une expérience à probablement aller voir en IMAX. Le film a été réalisé pour être vu sur grand écran et ça je peux vous le confirmer. Oppenheimer, si vous le regardez sur un téléphone, ça fait chier quoi. Donc pour en revenir au directeur photo, c'est un directeur photo qui a eu l'habitude de travailler plusieurs fois avec Nolan. Donc il a été le directeur photo de Tenet, Dunkerque ou encore de Interstellar. Donc c'est pas les films à plus petit budget on va dire de Nolan, hein. On n'est pas sur Following. Enfin il a bossé pour plein de réals très connus, Spike Jones pour Her, Sam Mendes pour Spectre, il a travaillé pour Jordan Peele, pour Nope par exemple, il a travaillé pour Ad Astra de James Gray par exemple, plus directeur photo de SF. Dans l'ensemble, action SF, mais son image fonctionne hyper bien dans Oppenheimer. L'image est vraiment très intéressante dans Oppenheimer avec ce noir et blanc. C'est une image assez plutôt sombre et les couleurs sont dans l'ensemble assez froides. C'est-à-dire qu'on a souvent un ciel bleu, bleu ciel assez froid, assez même parfois un peu laiteux. On va avoir le marron par exemple du chapeau d'Oppenheimer et bah ça va être un marron un peu poussiéreux. Enfin voilà. Bon, pour en revenir à quel point Nolan a besoin de ce réalisme à la caméra, les équipes de décor, les chefs de décor ont dû reproduire entièrement Los Alamos, le village où s'est tenu le projet Manhattan, et donc l'essai Trinity, donc voilà le projet scientifique le plus fou, le plus risqué de l'histoire de l'humanité. Donc Los Alamos a été entièrement reconstruit dans le Ghost Ranch au Nouveau-Mexique, qui est donc placé pas très loin du réel lieu d'essai du projet Manhattan, donc pour que les acteurs, les réalisateurs et toute l'équipe technique du film soient au plus proche des réelles conditions du projet Manhattan pour se projeter le plus possible dans le passé. Et au-delà de ça, ils ont réellement tourné dans la maison d'Oppenheimer à Los Alamos, ils ont réellement tourné à Princeton. Donc franchement, là pour le coup, on peut pas reprocher à Nolan que on n'y croit pas au film parce qu'on est complètement plongé au milieu de ces décors. Et ça pour le coup, ça fonctionne très très bien. Bon, pour passer aux acteurs, Nolan avait le réel but, et ce, même dans le script, d'embarquer le public avec Oppenheimer. Pour ce faire, le script a été uniquement rédigé à la première personne, et donc Cillian Murphy, dès qu'il a lu le script, s'est rendu compte de la responsabilité qu'il avait et de l'ambition du projet. Et ça pour le coup c'est très vrai, le public est vraiment embarqué avec Oppenheimer et absolument tout tourne d'ailleurs autour d'Oppenheimer, l'image, la BO, tout est très subjectif à Oppenheimer en fait. Et donc Cillian Murphy, au-delà de son implication dans le script et dans le jeu d'acteur, il a été contraint de maigrir beaucoup pour faire Oppenheimer, car Oppenheimer il est comme ça. Donc forcément, quand on connaît notre Cillian Murphy de The Dark Knight, il a besoin d'un peu maigrir, d'avoir un peu plus cette tête de fumeur et de buveur de martini qui était Oppenheimer. Donc il a fait un gros travail sur son physique. D'ailleurs, il a pas donné aux médias combien il avait perdu de poids, parce que vous connaissez Cillian Murphy, c'est vraiment pas quelqu'un qui est du genre à médiatiser absolument tout ce qu'il fait. Enfin voilà, ça c'est le meilleur exemple d'ailleurs. I think the more boring you are in real life, the less people are interested in you. So I tell people I have an extraordinarily boring life.
It's actually incredibly exciting. Et donc Nolan, à partir du moment où il a trouvé évidemment sa tête d'affiche qui est Cillian Murphy, il s'est tout de suite dit on a besoin de l'entourer des meilleurs parce que chaque personnalité en fait dans le film est importante, même si leurs temps d'écran sont pas équivalents, ils sont absolument tous importants jusqu'au dernier et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle même les plus petits personnages sont joués par des acteurs qu'on connaît. Pour vous faire une liste des acteurs, je pense que vous la connaissez parce que vous avez vu probablement l'une des premières choses qu'on voit pour aller voir Oppenheimer, c'est le casting. Dans les plus connus, on a Emily Blunt, on a Florence Pugh, on a Robert Downey Jr., on a Matthew Modine, on a Kenneth Branagh, on a, j'en oublie, Matt Damon évidemment. On a un personnage par exemple qui s'appelle Borden, qui est joué par David Dastmalchian. Donc là par exemple je vous dis David Dastmalchian, vous le connaissez pas, mais c'est lui. Absolument tout le monde connaît ce mec de tronche, vous l'avez forcément vu quelque part. Il a joué plusieurs fois pour Villeneuve, il a joué plusieurs fois pour Nolan, et il a joué évidemment pour plein d'autres choses. Je pense évidemment à The Suicide Squad là par exemple. Là vous allez me dire mais il y a plein d'autres films où il a tourné, oui, d'accord. Mais si je commence à faire des recherches pour absolument tout le monde, on s'y retrouve pas. On a Dane DeHaan aussi. On a Jack Quaid. Jack Quaid, c'est pareil, vous le connaissez, c'est celui qui fait Huey dans The Boys. Et si même vous l'avez pas vu dans The Boys, on le voit dans d'autres films. Au début du film, en fait, on est lancé dans cette espèce d'énorme projet. On a déjà beaucoup de têtes d'affiche. Et plus le film avance, plus on a une nouvelle star. Et en fait, à chaque fois, on oublie complètement ce facteur. Et petit à petit, on se dit, mais c'est vrai que lui il est dedans. Mais c'est vrai que lui il est dedans. Mais c'est vrai. Et donc on a par exemple donc Rami Malek, Matthew Modine qui arrive à un moment, on a Kenneth Branagh qui arrive à un moment. C'est complètement infini la liste d'acteurs, ce qui fait que à chaque séquence on a ce truc de ah bah il est là-dedans lui, bah ouais bah j'avais oublié. Et ça d'ailleurs c'est un facteur qu'on retrouve un peu dans les films actuels des grands réalisateurs, c'est les castings énormes. On a Dune encore, c'est un parfait exemple de ce super cast, mais c'est exactement comme Dune, c'est que ce super casting, au-delà du fait que ça soit un putain de all-star game d'acteurs, et bah ça fonctionne super bien parce qu'ils sont tous hyper professionnels, parce qu'ils sont tous parfaits pour leur rôle. Voilà, c'est parfaitement casté. C'est-à-dire que Nolan n'a pas mis des acteurs bons juste pour médiatiser le film, juste pour dire moi j'ai les meilleurs acteurs parce que je suis Christopher Nolan. Donc pour parler un peu des autres acteurs, on a donc Emily Blunt qui joue le personnage de Kitty Oppenheimer, qui est donc la femme de Robert Oppenheimer. Donc petite anecdote, qui est assez drôle d'ailleurs, c'est la manière dont Emily Blunt a été associée au projet d'Oppenheimer. Donc Nolan l'a invitée dans un bar il me semble, pour lui dire voilà bah voici mon projet Oppenheimer, et à la fin de la discussion il dit bah est-ce que tu veux jouer Kitty Oppenheimer, la femme d'Oppenheimer? Donc là évidemment bah, elle le regarde, elle dit bah oui évidemment, enfin tout le monde le dit, même Florence Pugh, celui qui refuse un rôle de Christopher Nolan, faut être complètement taré, faut avoir un problème au casque quoi. Et c'est ça qui est assez drôle, c'est que Christopher Nolan c'est un réal très british, donc il a ce côté très cash, donc forcément il a dit tout de suite à Emily Blunt bah voilà, est-ce que tu veux jouer dans mon film? Donc pareil, elle très impliquée, personnage très intéressant qui va vraiment à l'encontre de l'idéal féminin qu'on connaît des années de ces années-là, des années donc de la Seconde Guerre. On n'est pas du tout dans le cliché féminin de la femme voilà qui se plie à la volonté de l'homme, et qui malheureusement était une réalité à l'époque. Et elle apporte un peu ce côté un peu fight back en mode tu me rentres dedans, je te rentre dedans. Et ça c'est un truc assez satisfaisant dans le film. On y reviendra d'ailleurs dans la partie spoiler, c'est qu'il y a des moments où Oppenheimer va faire face à vraiment des problèmes, vraiment des gros problèmes, et elle sera là pour le soutenir malgré ce que Oppenheimer lui fait vivre. Et pour en revenir d'ailleurs à l'implication des acteurs dans le film, c'est que Nolan le dit lui-même, il y a eu un jour où il est arrivé sur le plateau de tournage et où il s'est rendu compte que chaque acteur connaissait mieux individuellement voilà, le personnage qu'il devait jouer, plutôt que Nolan lui-même, alors que c'est lui qui réalise et qui adapte le livre. Donc c'est ça qui est quand même assez fou. Bon, on va passer tout de suite à la partie BO, bande originale. Donc la BO a été faite par Ludwig Göransson. Il a été le compositeur par exemple de Tenet et surtout de séries connues. Il a fait par exemple la BO du Mandalorian. J'ai plus d'exemples, mais voilà, il est assez connu Ludwig Göransson, vous l'avez forcément vu passer quelque part. Nolan n'avait pas d'ailleurs de conception réelle de la musique pour son projet. Ça lui est arrivé plusieurs fois en amont pour le coup, d'avoir déjà une conception de la musique, d'une ambiance sonore associée à son film. Mais là du coup il en avait pas, et il a laissé du coup un peu carte blanche à Ludwig Göransson en lui faisant entièrement confiance. Le seul facteur que Nolan voulait absolument, c'est que la BO devait tourner autour du violon. Et d'ailleurs le violon, Ludwig Göransson le dit lui-même, c'est un instrument hyper intéressant parce qu'il suffit de changer un tout petit peu le pitch du violon pour passer par exemple d'une situation extrêmement romantique
à une situation dramatique, voire même un peu effrayante. Et puis pour Nolan, voilà, le violon était probablement l'instrument le plus adapté pour refléter l'ambiance du film et la réflexion d'Oppenheimer. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'un des facteurs qui prouve que absolument tout tourne autour d'Oppenheimer et que tout est subjectif, puisque même la BO est subjective à Oppenheimer, c'est-à-dire que quand il réfléchit, quand il est stressé, quand il traverse un moment dur, tout de suite la BO accompagne son état et tout. Alors vous allez me dire oui, c'est normal, c'est le personnage principal, la musique est censée forcément suivre un peu l'enjeu dramatique, et l'enjeu dramatique est celui d'Oppenheimer lui-même, d'accord, mais c'est-à-dire qu'il y a des moments où Oppenheimer lui est complètement dans son monde, et à côté il va se passer quelque chose d'important, et bah malgré tout, la BO va pas être adaptée au moment important où ça y est, je sais pas, je vous dis des conneries, c'est peut-être pas un exemple qui existe dans le film, hein, mais il commence à trouver une solution pour créer la bombe A. Il y a toute l'équipe qui est en train de se faire. Et bah à côté, Oppenheimer, il va être là à pas bouger comme ça. Et bah on va avoir petit à petit un travelling avant qui va arriver vers lui ou un zoom, et tout de suite on va avoir ce truc de voilà, la musique va accompagner son regard en fait vers une autre dimension complètement en fait. Dans les interviews, il y a un sujet qui est revenu, c'est il a posé la question à Ludwig Göransson. Est-ce que ça vous met la pression de passer derrière des compositeurs comme Dave Julian ou Hans Zimmer, qui sont donc des compositeurs assez importants dans leur milieu? Hans Zimmer, je vais pas reciter encore une fois toutes les BO qu'il a fait, mais même Dave Julian qui a travaillé plusieurs fois avec Nolan, notamment pour Following, Memento ou Le Prestige, donc plus ses films en début de carrière. Nous, forcément, on se dirait, t'as la pression qu'il doit avoir, passer derrière ces mecs-là, c'est compliqué. Et bah, Ludwig Göransson, en aucun cas a dit ça, il a plus dit que ça l'avait inspiré, et que voilà, il s'inspirait plus des expériences des autres. Je vous laisserai aller voir d'ailleurs son interview, elle est juste ici ou là. Je dirais pas que la musique est vraiment très très marquante, enfin marquante dans son originalité, je dirais. Elle est marquante parce que elle joue un rôle hyper important, elle apporte toute cette ambiance dans le film. Cette ambiance, si on la retire, je pense qu'on enlève beaucoup du film. Pour moi, le facteur le plus intéressant dans la BO, c'est le petit compteur Geiger, ce petit compteur Geiger là. Ça franchement c'était un truc assez intéressant, c'était peut-être même un petit peu plus exploitable je dirais. Et voilà, c'est tout ce qu'on voulait, c'était une BO parfaitement adaptée au sujet du film donc, et à l'ambiance et c'est tout à fait réussi. Mesdames et messieurs, donc on va donc passer à la partie spoiler, enfin. J'ai vraiment l'impression de jusqu'ici plus vous avoir livré des informations sur le film, plus que de vous avoir donné mon avis, et c'est vrai. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le film, merci d'avoir suivi la vidéo. Et pour les autres, eh bien on continue. Bon, il faut absolument reparler de certaines scènes. Bon, évidemment la scène qu'il faut absolument voir là et en parler, c'est évidemment la scène de l'explosion. Cette scène est absolument parfaite. Il y a quasiment rien à reprocher pour cette scène, que ça soit à l'image ou au son d'ailleurs. Donc à l'image, d'ailleurs même Nolan le dit, c'est filmé vraiment à huis clos d'ailleurs à ce moment-là. Être au plus proche d'Oppenheimer et du moment, voilà, pour que on ressente un maximum cette pression de l'explosion, l'enjeu dramatique du film, hein, forcément, ce risque que la couche d'atmosphère brûle complètement avec la réaction en chaîne, que nous on soit avec eux dans cette cabine au moment où il faut pousser le bouton et au moment où tout se joue, hein, même en réalité le sort de l'humanité, ça fonctionne très bien. Et puis vraiment la chose la plus incroyable pour l'explosion, c'est ce moment de silence. L'explosion arrive, on n'entend pas le bruit de l'explosion, on entend juste les gens qui se retournent, les gens qui regardent à travers le papier de verre, et nous on est là hyper contemplatif, on est complètement happé par la forme des flammes, il y a une réelle chaleur qui est rejetée de l'écran, et petit à petit on se dit mais il y a un truc qui va pas là, il y a pas de son. Il y a pas de son, il y a pas eu d'explosion, quand est-ce qu'il va arriver? Et là ça se transforme petit à petit en film d'horreur. Moi d'ailleurs je me souviens dans la salle, j'étais accroché à mon siège comme ça, et d'ailleurs je me suis dit putain attention au bruit de l'explosion, parce que jusqu'ici en fait ils faisaient des essais d'explosion, et même les petites explosions ça faisait déjà un bon gros son, tu vois. Enfin je l'ai vu dans une grosse salle UGC à Vélizy, donc au moment de l'explosion j'ai serré un peu les dents et tout, et j'étais là putain attention ça va arriver, et là silence. Donc ça c'était excellent. Et là chaque seconde paraissent des minutes quoi. J'avais les mains toutes moites, j'avais des frissons et tout, j'étais là putain quand est-ce que ça arrive ce son, c'est pas possible. Et puis après on a juste donc l'explosion qui arrive très fort, évidemment au moment où on s'attend le moins. Et bah ça arrive, et ça c'est incroyable. Le risque plus le son qui arrive pas et tout, ça nous met dans une situation d'inconfort qui est géniale. Et voilà, ça fonctionne super bien. Donc évidemment le pitch tourne autour du fait que les nazis ont donc réussi à une fission nucléaire, et donc les États-Unis sont un peu dos au mur et ils sont obligés de réussir à le faire, étant donné le risque
que montre la fission nucléaire. Et d'ailleurs, il y a une scène géniale où il dit, vous voyez à quoi je pense si on parle de fission nucléaire et de la réaction en chaîne. Évidemment, il y a toujours ce personnage un peu ignare qui va poser la question de non, je vois pas de quoi vous parlez. Et tout de suite, Oppenheimer va dire évidemment une bombe, une réaction en chaîne, une bombe. Et donc petit à petit, l'intrigue se construit, et des enjeux dramatiques se mettent en place, et voilà, et c'est ça qui est génial. Un autre truc, franchement là je vais parler... Il va y avoir plus aucune logique dans cette partie spoiler. J'ai trouvé que le vieillissement des personnages fonctionnait super bien. Il y a 3 lignées temporelles, c'est pas linéaire. On a donc un Cillian Murphy plus jeune, un Cillian Murphy de maintenant et un Cillian Murphy plus vieux. On le voit très très vieux à la fin, on le voit normal évidemment. Et même jeune, ça fonctionne plutôt bien. Il a les cheveux un peu comme ça, et les cheveux teintés, donc ça fonctionne bien. L'acteur en Einstein, ça fonctionne très bien. Strauss. Il va falloir parler de Robert Downey Jr. parce que forcément, j'en ai pas parlé dans la partie sans spoiler de Robert Downey Jr. Mais ce personnage est génial parce que c'est l'exemple parfait du politique arriviste qui au départ est assez tourné vers les autres jusqu'à ce que Oppenheimer lui fasse un petit coup dans le baba et qui au final retourne complètement sa veste et qui il veut complètement l'enterrer et lui il veut être hissé du coup en haut du gouvernement. Je l'ai vu assez vite arriver d'ailleurs ça. Après je dis pas que c'est complètement évident, mais c'est là que Nolan est super fort, c'est que il y a pas mal de sous-entendus dans le film qui montrent que Strauss est derrière tout le procès de Cillian Murphy et toutes ces accusations d'appartenir au parti soviétique. Il y a plein de petits indices et c'est assez bien fait, et donc j'ai mordu à l'hameçon très très vite. C'est-à-dire que tout de suite je me suis dit oh putain, c'est lui qui est derrière tout ça. Ce personnage qui derrière son calme et sa gentillesse cache quelqu'un d'assez fourbe et de politique quoi. Et malheureusement de politique. Oppenheimer est génial d'ailleurs là-dedans, c'est qu'il est à la fois assez introverti parce que c'est le scientifique sur ses petits trucs et tout machin, et à la fois il prend très vite les choses en main et il gère de ouf en fait le projet et tout. Donc il passe très vite de son petit cadre familial avec son enfant, avec Kitty, à être embarqué dans tout ce projet Manhattan. On arrive à suivre et on comprend tout à fait l'évolution du personnage quoi. Donc pour en revenir un peu à la temporalité d'Oppenheimer, excusez-moi j'ai beaucoup de choses à dire, je sens que la vidéo va être longue. Nolan n'aime pas les pitchs comme ça linéaires, sauf pour la trilogie des Batman, mais bon, Inception, Interstellar, Tenet, ça va dans tous les sens niveau temps. Il a toujours un rapport au temps. Tiens d'ailleurs, en parlant du temps, je vais vous conseiller un livre absolument. Je le retrouve pas. Bon bref, on trouve pas mon livre. Bon, je vous mets l'image juste ici de la cover du livre. Alors, mais c'est dingue que je le retrouve pas. Bon bref, j'ai lu ce livre et c'est très intéressant. Ça parle de la relation que Nolan a avec le temps, et on comprend évidemment tout de suite la vision qu'il a du cinéma et tout. Donc je vous conseille ce livre. C'est là où le film, moi, m'a beaucoup intéressé. J'adore les films compliqués. On va pas avoir cette linéarité du biopic de la jeunesse, le moment où la personne va réaliser le projet le plus fou de sa vie, et ensuite la vieillesse. On va pas avoir cette linéarité. Ici, on va avoir 3 éléments majeurs qui vont être mis du coup en lumière dans ce film. Donc on a la vie d'Oppenheimer de Cambridge jusqu'au projet à Los Alamos, donc de 1920 à 1940 à peu près. Ensuite, on a son audition qui se déroule à huis clos en 1954. Où on a une succession de témoignages pour son habilitation de sécurité. Et enfin, on a donc l'audience de confirmation donc face au Sénat avec donc Strauss et puis donc ses associés pour encore une fois traiter du cas d'Oppenheimer. Au début, on va avoir des séquences qui sont en noir et blanc. Donc au départ, le noir et blanc, on a l'impression que ça nous désigne des scènes qui se sont produites dans le passé, comme souvent dans les films. Souvent les noirs et blancs sont associés à des flashbacks. Là, ce sont des noirs et blancs flash forward, puisque au début, les séquences en couleur sont des séquences qui se déroulent donc pour nous dans notre timeline en fait qui avance comme ça pour nous. On a donc des séquences en noir et blanc qui se déroulent donc un peu plus tard dans la vie d'Oppenheimer. Au tout début du film, on a Oppenheimer à Cambridge qui fait ses expériences, qui commence à rencontrer du monde important, et de l'autre côté, on va avoir donc entrecroisé donc de séquences en noir et blanc Strauss qui va accueillir Oppenheimer après le projet Manhattan, et au début ça nous perturbe un peu, on est là mais pourquoi là Oppenheimer a déjà de la notoriété alors que au même moment on a un Oppenheimer tout jeune qui est en train encore de faire ses études, et petit à petit on va en fait avancer dans cette timeline. Et d'ailleurs des séquences qui au départ sont en noir et blanc vont devenir en couleur quand on arrive en fait
à ce moment dans la ligne temporelle. Notre Oppenheimer qui au départ était jeune va ensuite faire le projet Manhattan, qui va ensuite avoir de la notoriété pour le projet Manhattan, qui ensuite va être inculpé par le gouvernement d'avoir des liaisons avec le gouvernement soviétique et tout ça, et ensuite va arriver au moment avec Strauss où bah du coup cette séquence qui se produit va devenir en couleur puisqu'elle est dans notre timeline à nous. C'est plus un flash forward, c'est le présent dans la ligne temporelle qui nous concerne. Donc ça, hyper intéressant. Le noir et blanc est d'ailleurs parfait. Le clair-obscur, très marquant dans certaines séquences, notamment le moment où il arrive à Princeton, Oppenheimer avec Strauss. Ils arrivent dans un grand salon et bah eux sont assez sombres et derrière c'est très très blanc. Ce côté un peu divin, enfin voilà, très blanc, presque surexposé derrière. Mais voilà, le noir et blanc était magnifique. D'ailleurs, première fois que du noir et blanc a été fait pour la caméra IMAX. Pareil, un autre truc que j'ai bien aimé, c'est cette espèce d'environnement qui s'écroule un peu autour d'Oppenheimer. Moi, une scène qui m'a vraiment marqué, c'est la scène dans l'amphithéâtre. Donc il livre un discours sur le fait que voilà, c'est juste après les bombardements de Nagasaki et Hiroshima, où il livre un discours à ses patriotes en disant que voilà, les Japonais c'est bien fait pour leur gueule. Il y a tout l'amphithéâtre qui se lève et tout. Forcément les Américains, tu vois, qui célèbrent leur victoire en réalité. Et il y a l'arrière-plan qui va se mettre à trembler comme ça. Et ensuite on se retrouve dans un son subjectif incroyable. Il y a plus du tout les acclamations et où il y a juste les petits bruits de chaises. Et ça c'est vraiment génial puisque du coup c'est une manière efficace et subtile de montrer qu'Oppenheimer a du remords en fait. Au lieu de Dire oui, j'ai du remords, j'aurais pas dû faire ça. et ben voilà, ils vont juste mettre cette séquence qui montre tout. Une dame qui commence à perdre sa peau, il marche dans un cadavre, il se met vraiment à la place de la civilisation qui vient de bombarder en fait. C'est un personnage vraiment ambigu, Oppenheimer. Nolan n'impose pas une vision didactique du personnage et que c'est à vous de vous faire votre propre avis. Mais moi, c'est-à-dire que j'arrive pas à situer mon avis sur Oppenheimer parce que, encore une fois, ce gars a probablement sauvé le monde grâce à la dissuasion nucléaire. C'est probablement la raison pour laquelle jusqu'ici il n'y a pas eu d'autres conflits mondiaux. Et d'un autre côté, le mec a créé l'arme la plus mortelle de l'histoire. Il est à l'origine de l'élément le plus destructeur au niveau armement de l'humanité, quoi. Le film est donc en réalité un peu à fin ouverte, hein. Même si Strauss du coup perd son procès grâce à Rami Malek qui arrive en me disant coucou, Strauss c'est un peu un connard. Le film se termine mais ne montre en aucun cas Oppenheimer comme un héros. Nolan vous dit très bien à la fin bon bah voilà ce que je vous ai montré. Maintenant, qu'est-ce que vous en faites? Quel est votre avis? Maintenant, qu'est-ce que vous voulez dire là-dessus? Et du coup, voilà comment se termine le film. Et voilà comment se termine probablement d'ailleurs ma critique également. Merci infiniment d'avoir regardé cette critique. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Peut-être une autre critique de film. Et évidemment, les fans de Mortal Kombat, restez là. Ne vous inquiétez pas. Le let's play est prévu. Je vais essayer de voir si je peux pas avoir l'accès bêta. On verra bien. Désolé pour ceux qui suivent la critique de film. J'essaie de pas trop emmêler les pinceaux. J'espère que ça vous aura plu. Ciao, ciao.